Bonjour, bienvenue à Portrait des familles d'ici. Je suis Sébastien Roy. Portrait des familles d'ici, c'est une émission de discussion intergénérationnelle entre les familles de la MRC de Maria-Chapdelaine et leurs descendants. Donc, on est ici pour parler avec ces familles-là qui ont marqué chacune à leur façon leur municipalité. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, le programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, la MRC de Maria-Chapdelaine, et pour aujourd'hui, la ville de Dolbeau-Mistassini, parce qu'aujourd'hui, on est du côté de Dolbeau. Et là, je précise, juste Dolbeau. On a décidé de séparer Dolbeau et Mistassini puisque historiquement, ça a été deux entités qui ont été fusionnées ensemble. Donc, il y a des familles qui ont marqué un côté ou de l'autre là, des deux rivières. Donc, voilà. On fait aujourd'hui une famille de Dolbeau. On est avec la famille des Trottiers. Donc, bonjour les Trottiers. Bonjour. Donc, personne ici, je vais vous appeler monsieur ou madame Trottier. Ça devrait être très mêlant. Donc, j'ai avec moi madame Thérèse Trottier. Oui. Vous, madame, vous êtes la fille... Arthur. Arthur Trottier, le premier qui est venu à Miss. Le premier. Ensuite, M. Denis Trottier. Fils de Marcel, fils d'Arthur. Donc, c'est votre tante. Oui. Ça. Excellent. Jean, le plus beau de la famille de Marcel. Et Jean, le plus jeune. Jean, Donc, on a les deux extrémités. Oui. Donc, vous êtes le frère de Denis, oui. Et... Moi, c'est André Garçon-Royal. C'est le turbulent qui existait dans ces années-là, Parfait. avec le grand-père. Donc, voilà. Ce sont mes invités pour aujourd'hui. Et je vous remercie de vous prêter au jeu et de venir nous parler de votre famille, de vos souvenirs. Et puis, tout de suite, j'aimerais qu'on aille voir une petite capsule historique sur votre famille qui a été préparée par la télé et la Société d'histoire et de généalogie. Félix Trottier est le fils de Louise Grégoire et de Léandre Trottier. Il est né le 7 juillet 1846 à Grondines, dans le comté de Portneuf. Le 20 février 1871, il épouse Adèle Rivard, fille d'Aurélie Paquette et de François Rivard, dans sa ville natale. Ensemble, ils auront 18 enfants, tout au plus. En 1894, Félix Trottier fonde à Roberval son propre atelier de mécanique, Félix Trottier et Fils, sur le boulevard Saint-Joseph. Ces garçons y travaillent dès qu'ils sont en âge de s'attaquer au marché du travail. Dans cet atelier, on y vendait d'abord des laveuses à manivelle. Avec le temps et l'acquisition de nouveaux équipements, l'endroit devient une véritable manufacture où l'on effectuait plusieurs travaux de sciage. Félix décède le 22 mars 1930 à Roberval à l'âge de 83 ans. Henri Trottier, fils d'Adèle Rivard et de Félix Trottier, est né le 4 décembre 1872 à Saint-Casimir. Il épouse Marie-Emma Perrault le 24 septembre 1894. Henri reprend le travail de son père et s'assure à son tour du bon fonctionnement de l'atelier de mécanique de Félix Trottier. Il décède en 1950 à Roberval. Arthur Trottier, petit-fils de Félix Trottier, est en fait un fils d'Henri Trottier et de Marie-Emma Perrault. Il naît le 1er novembre 1899 à Saint-Casimir. Arthur épouse Mariana Tessier en juin 1925 à Saint-Félicien. Il fonde l'hôpital de la machinerie en 1943 au centre-ville de Dolbeau-Mistassini. Dans le même état d'esprit que la boutique de forge créée par son grand-père Félix, l'entreprise se spécialise en usinage, soudure, vente de pièces et mécanique de machinerie lourde. La franchise change de nom en 1957 pour Arthur Trottier et Fils. Arthur Trottier décède à Dolbeau en 1970. Les descendants de Félix Trottier sont connus dans de nombreux domaines. En plus de ceux qui ont fait leurs traces dans le milieu politique ou commercial, tout en comptant, bien sûr, les traditionnels agriculteurs.
Ça rappelle des souvenirs, voir ça, j'imagine? Ah, moi, oui. Oui? Voulez-vous nous en parler un peu? Bien, la première shop d'Henri Trottier à Roberval. Là, vous avez vu, là, quand l'eau a monté, là, bien Oui. là, lui, là, c'était sur le bord de l'eau, puis l'eau coulait dans... Mon grand-père, Henri, il a fallu qu'il monte sur le premier étage parce qu'il y avait de l'eau dans la cuisine. Ça, est-ce que c'est quand ils ont inondé là, pour faire les barrages? 1928. Là, c'est que l'eau a monté. C'est là. ça, c'est ça. La tragédie du lac Saint-Jean. Oui. Donc, ça a touché votre famille particulièrement à ce moment-là, j'imagine? Oui, puis j'ai vu des cousins puis des cousines qui sont à Montréal que je n'ai pas vus. Alors ça, je les connais. J'ai connu le grand-père Félix, très peu parce qu'il est mort quand j'étais jeune. Et la grand-mère était aveugle, la grand-mère, alors puis j'ai des bons souvenirs. Oui? Oui. Elle restait pas loin de mon grand-père Henri. Il y avait un monsieur Gagnon, puis c'était l'autre, là, le grand-père Félix. D'accord. Votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre père, et puis vos frères, tout le monde a comme un peu... il y a beaucoup de monde qui ont été entrepreneurs, qui se sont partis des compagnies. L'entrepreneuriat chez les Trottier, ça fait partie de la culture. Il y a une firme entrepreneuriale chez les Trottier. Je pense que c'est génétique. Ah oui? C'était pas dans l'eau, là, c'est intrinsèque. Ben, moins pour moi, mais entre autres pour Jean, là, qui est le dernier de la famille, là, qui continue à travailler là-dedans. Tu sais, je pense qu'on a toujours vu nos parents, nos grands-parents travailler dans une entreprise. On a été élevés là-dedans, puis ça faisait partie de notre histoire, puis c'était comme normal. Puis c'était la même chose aussi du côté, nous autres, des Niquettes. Là. Ça fait qu'à ce moment-là, nous autres, c'était vraiment, petite entreprise, rendre des services, bien travailler, être capable d'avoir aussi, comme disait mon père, droite puis d'équerre, puis faire de la bonne ouvrage, c'était important. Puis être vaillant, ça a toujours été très important, ça. Je vous arrête là-dessus. J'aimerais poser la question. Jean, c'est ça? Oui, c'est Jean. Vous êtes entrepreneur encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la pression de partir son entreprise quand on a notre père qui l'a fait? Est-ce qu'on a une pression de vivre le même succès ou... Bon, il y a toujours la pression. Moi, je suis venu au monde là-dedans. Hein. C'est un peu comme Obélix, là, qui est tombé dans la potion. Mais moi, contrairement à Obélix, j'ai tout fait pour essayer de me sortir de ça, mais j'ai malheureusement pas réussi. C'est quand tu es né là-dedans, puis notre père avait vraiment, lui, envie que ça continue avec la famille, puis il nous incitait beaucoup à continuer là-dedans. Puis moi, contrairement à beaucoup de gens qui souhaiteraient continuer ça, j'ai voulu faire d'autres choses. J'étais très curieux, puis peut-être que ça vient de notre origine aussi. Les trottiers, le patronyme trottier veut dire trotter. On est curieux, on voulait se promener partout. On est des gens qui aimaient voyager. C'est peut-être pour ça aussi que les trottiers sont arrivés au lac Saint-Jean. Hein. Nos ancêtres sont arrivés ici à la fin des années 1800, début 1900. À ce moment-là, c'est qu'il manquait de terre dans la vallée du Saint-Laurent, puis les régions se développaient. Puis les trottiers, historiquement, si on remonte avant Henri et Félix, ils possédaient une fonderie à Saint-Casimir, dans le comté de Portneuf, qui a déjà eu, semble-t-il, quelque chose comme 150 employés au milieu des années 1800. Fait que les trottiers, de très longue date, étaient des gens dans la mécanique. Dans ce temps-là, c'était des fonderies. Ils fabriquaient des composantes pour la transformation du bois. Puis, c'était des gens de solution, puis des gens de développement. Je pense qu'on a ça dans nos gènes, là. Puis notre père nous a élevés comme ça, dans la famille chez nous. On a rapidement appris et on a toujours su toute notre vie que des problèmes, ça n'existait pas, qu'il y avait juste des solutions. Donc, là, dans la famille, je pense qu'on est des gens de défis, puis relever des défis, découvrir des nouvelles choses ou réaliser des choses, c'est dans nos gènes, là. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Fait que
pourrais pas dire que le défi de dire être entrepreneur ou revenir à ta question, est-ce qu'il y a de la pression ou que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quoi. Denis n'a pas été dans l'entreprise, mais il a quand même relevé beaucoup de défis et travaillé à trouver des solutions à beaucoup de choses. Je pense que c'est dans nos gènes. À ce niveau-là, je pense qu'on a tout eu ça, on a hérité ça de nos ancêtres trottiers, probablement. Puis quand, justement, vous, est-ce que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Non. Non? Non? Mais justement, pour ceux qui ne s'en vont pas dans l'entrepreneuriat chez les trottiers, c'était une hérésie ou c'était... Non, mais je veux dire, c'était-tu comme ah ouais, tu veux. Je sais pas. C'est quoi la réaction de vos parents selon vos choix de carrière? Un peu ce qui s'est fait, c'est que Marcel et Réal, ils ont racheté Arthur. Puis là, c'était 2 frères. Puis ils s'entendaient très, très, très bien. Il y en a un qui va être quoi? Il y avait trop de petites chicanes quand même. Sauf que quand les enfants sont. Nous autres, on est nés. Nous autres, on était 6 chez nous, 3 gars, 3 filles. De l'autre côté, il était 4 gars, 2 filles. Fait que là, le père disait c'est pas tout le monde qui rentre dans le shop, là. Pas tout le monde. Là. Puis Marcel était sur réserve aussi, il le disait pas, mais on va dire, j'en rentre pas 4 dans le shop non plus. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que Denis, lui, est une personne très scolarisée. Il est allé, entre autres, en politique. Moi, je suis allé sur le travail manuel, mais dans le marketing puis dans la bière. Fait que j'étais 38 ans dans la bière. J'ai relevé les défis de battre la compagnie Molson Oki. On l'a réussi. Chacun, il y a un trottier, il y a quelque chose en dedans. Puis ça, quand tu forces un trottier, tu le pousses, là, attache ta tuque. Attache ta tuque, parce que ça, peut-être qu'il ne réagit pas tout de suite, 24 heures, mais attends-toi que tu en as pour longtemps après ça. Là. Ceux qui nous connaissent savent que c'est un trait de caractère assez commun chez la plupart d'entre nous. On est très entêtés. OK. Persévérant. Oui. Ah, c'est bon, j'entends la même chose, mais avec un mot Oui, je pense qu'il y a une réaction dans la... Ma tante, tu sais, grand-papa, là, il a commencé son atelier dans la maison. Oui, avant 1937. C'est quoi l'atelier? Il réparait quoi? Arthur, là, il réparait quoi dans la maison? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais il réparait n'importe quoi, parce que notre grand-père, Arthur, vous dites qu'il a ouvert l'hôpital de la machinerie officiellement en 1937. Mais avant ça, il est arrivé à Dolbeau, premièrement, en 1927, avec le démarrage de la compagnie, la Lake St. John Power and Pulp Company. Lui, il s'est emmené ici comme machiniste pour la compagnie, mais il travaillait toujours par les soirs, les fins de semaine chez eux. Puis ma tante m'a raconté qu'il y avait une pièce dans la maison, à l'intérieur de la maison, où il réparait... Des magnétos. Des magnétos. Des magnétos. OK. Des engins, là, il y avait des magnétos. Ils réparaient des grosses bouilloires. Les grosses bouilloires servaient à chauffer les hôpitaux, puis les hôpitaux, puis Alors, à ce moment-là, quand il y avait un tuyau qui coulait, bien, il amenait ça à l'atelier. Mon père réparait ça, puis des affaires Ou tu disais aussi des petits engins à gasoline ou des choses comme ça, parce que tu m'avais raconté que ça sentait l'essence, puis ça sentait dans la maison, parce qu'il faisait ça dans la maison. OK. Donc, il faisait ça à temps partiel en attendant qu'il travaillait pour l'usine Lake St. John Power and Pulp Company. Puis, en 1937, probablement, qu'il a décidé de lâcher son travail de machiniste à la compagnie pour démarrer son entreprise qui appelait l'hôpital de la machinerie. Fait que là, il a construit officiellement une bâtisse à côté, annexée avec la maison. Puis là, il offrait des services de réparer à peu près n'importe quoi. C'est un peu comme... l'histoire se répète. Hein? Il y en avait des Arthur Trottier, il y en avait dans tous les villages. C'est comme quand tu ouvrais une nouvelle colonie à quelque part, bien, il arrivait un curé, il arrivait... Il arrivait... ouais, mais les notaires, les docteurs, mais il y avait des gens pour offrir les services. Donc, la famille Trottier, avec le développement des régions, étaient les gens qui amenaient le côté service dans le domaine de la mécanique. La mécanique, dans ce temps-là, bien, c'était pas la mécanique d'aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle une boutique de forge. La soudure n'existait pas à ce moment-là.
L'usinage, bien, c'était les débuts de ça, mais les trottiers avaient beaucoup de connaissances et c'était leur spécialité. Oui. Ils fabriquaient aussi des carriages qu'on appelait des petites scieries portatives qui étaient sur des rails. Puis je me rappelle de ça, c'était fait en bois. La structure était en bois, puis il y avait un paquet de gears après ça, puis de scie. Puis ça, puis je me rappelle qu'il y avait une petite plaque qui était comme en or, c'était comme en cuivre, puis c'était marqué Arthur Trottier là-dessus. Puis à peu près tous les gens qui voulaient travailler dans le bois avaient ce genre d'équipement-là, puis c'était très solide, ça pouvait durer à vie. Là, j'ai une question à ce propos-là, puis je vous reviens après, mais quand on est un petit gars, une petite fille, puis on voit le nom de notre grand-père comme ça sur une machine chez des amis, des voisins, c'est quoi le sentiment de fierté de voir ça? Est-ce qu'on est fier ou est-ce qu'on fait « Ah, ça, c'est mon grand-père » ou encore c'est comme « Ouais, Non, c'était normal, c'était normal. C'était normal? C'était normal parce que mon père, c'était un avant-gardiste. Il aimait aller plus loin. Il ne voulait pas rester toujours dans le même... Il y avait toujours... Puis il était secondé par les enfants parce que les enfants, il a toujours secondé, surtout Denis puis Jean, là. Tu sais, mon grand-père Trottier, quand il est arrivé en 28, il avait une qualité de plus que les autres. Il parlait anglais. OK. Parce que toute l'histoire de la vapeur, là, bon, là, moi, comment on l'appelle, Denis? Les balleurs. Il y avait un contrat d'ingénieur, il y avait un papier d'ingénieur. Mais tu sais, ces balleurs-là, ça n'existait pas au Québec, fait que c'était tout en anglais. Fait que lui, quand le moulin il est arrivé, lui, il parlait anglais. Lui, il était capable de réparer, il était capable de tout faire. Fait qu'il était avant-gardiste, il était au-delà de son temps. Il y avait un avantage sur les Suite autres. à ça, quand le moulin était établi, encore une fois, quand ma tante dit avant-gardiste, ben là, les fermes se déployaient, les villages, les grosses fermes laitières, là, Normandin, Albanel, ça prenait des moulins à scie, fait du bois. Mon grand-père, à fond, il a fait des moulins à scie portatifs. Mais portatifs, on parle de 40 pieds de long, 45 pieds de long. On ne parle pas d'un petit moulin à scie avec juste un petit bout de tôle comme on voit ici, là. Les vrais moulins à scie, là. Les vrais moulins à scie pour du gros bois, puis industriel. Il a toujours été avant-gardiste dans son temps. Il voyait l'avenir. Il voyait l'avenir tout le temps. Il avançait. Il était plus vite que tout le monde. Fait qu'il... En tout cas, je pense que c'est un peu ça. Mon père, c'était pas un homme qui parlait beaucoup. Non. C'était un homme qui fumait sa pipe là, dans sa petite chaise, puis il songeait à ce qu'il allait faire, améliorer, puis ça fait c'est ça qu'un homme... Puis c'était un homme qui était perfectionniste aussi, hein, en fait. Alors, Jean, puis ces deux-là, là, ils peuvent se retenir dans leur grand-père. Là, on entend beaucoup parler de votre père, de votre grand-père, Arthur Trottier. Votre mère, c'était pour vivre à côté d'un homme qui développe comme ça, puis qui passe beaucoup de temps à travailler puis à réfléchir. C'est quel genre de femme? C'est un genre de femme soumise, je pense. Puis elle avait accepté de l'aider. Elle l'aidait beaucoup. Puis elle avait une bonne santé. Ma mère, c'est une femme que... Mon père, quand il a ouvert sa shop, il invitait les gens à venir manger chez nous parce que les restaurants, il y en avait peut-être pas moins. Puis il disait, Mariana, ajoute de l'eau dans ta soupe, tu vas voir un pensionnaire. Ma mère disait, oui. Ça ne paraissait pas, puis c'était toujours de même. Non, j'ai jamais vu mon père et ma mère se chicaner. T'es toujours d'accord. Non, j'ai des bons souvenirs des parents. Vos souvenirs de votre grand-mère? C'est une femme très religieuse. Oui. Une femme très religieuse. La religion était très importante pour elle. Là. Puis il faut dire aussi que mon père, Marcel, avait été malade, puis elle avait invoqué à peu près tous les saints du ciel, on pourrait dire, pour le guérir. Puis finalement, il avait été guéri. Fait qu'elle a toujours pensé un peu... Par le frère André. Supposément le frère André. Là. Puis, en tout cas, c'est une histoire compliquée, mais finalement, c'est qu'elle a eu la confirmation, selon elle, que Dieu existait. Là. Fait que là, pour elle, c'était quelque chose de fondamental. Là. Puis tout son univers a tourné autour de ça. Puis probablement qu'elle acceptait des affaires qu'aujourd'hui, bien des femmes n'accepteraient pas, avec raison, mais...
elle était soumise, elle était... Mais c'était une femme forte et, je dirais, résiliente. Le mot est à la mode aujourd'hui, là, qui acceptait son sort, mais c'était une femme extrêmement stricte, extrêmement forte. Elle a été élevée sur une ferme, puis il paraît qu'elle était plus forte que la plupart des hommes. Okay. Elle faisait du travail manuel, c'est peut-être de là que la force, nous autres, de notre côté, on l'a moins eu, mais c'est du côté de Réal qu'on appelait le BIM, puis André a hérité de ça, lui, la force herculéenne, possiblement de la grand-mère. Ah oui? Entre autres, ma grand-mère, Monet, était malade, puis avait comment t'appelles ça, une infection, elle perdait son sang. Elle n'avait plus de sang dans son corps. Elle était quasiment à zéro, mais son cœur était tellement fort, quand elle est allée à l'hôpital, ils ont dit, je ne sais pas pourquoi elle avait encore en vie, ils ont mis du sang, puis elle a redécollé. Mais tu sais, ça avait un cœur solide puis gros. Ma grand-mère avait, dans la résidence, une dépense, là, ça c'était beau à voir. Ça, c'était beau à voir. Ça, jeune, on entrait là-dedans, puis... On allait se fourrer là-dedans. C'était un magasin. C'était un magasin. C'était un magasin de canard, des 50 livres de farine, des 50 livres de sucre. Parce que, comme ma tante a dit, elle avait des invités, mais elle avait aussi des pensionnaires. Entre autres, 2 Irlandais, les Murray de Delbo, les Reggie, puis il m'en manque un. Là. Il y en a eu même 2 des pensionnaires. Donc, en plus de les gens qui invitaient à venir manger de temps en temps. Ça fait que ma mère était soumise. Fait qu'elle faisait beaucoup à manger. Elle était d'accord avec lui de travailler dans l'effort. Puis c'est ça. Puis elle, à 7 h le matin, moi j'étais servant de messe, mais ça, faut pas. Personne ne va croire à ça, c'est pas grave. Ma grand-mère... Ça n'a pas laissé de traces. Ça n'a pas laissé de traces. 7 h le matin, c'était la messe. Ouais. 7 h le soir, c'est la messe. Et pour ça, c'est suivi que le frère André, pour Arthur, pour avoir les bonnes grâces de Mariana, a souscrit à Sainte-Thérèse de Villa. Un montant que je ne me rappelle plus, mais c'est assez élevé. Il est marqué sur la plaque, là. Puis je veux le dire, mais je ne suis pas sûr que j'ai le bon chiffre. C'est 1000 ou 10 000, je ne me rappelle plus à ce temps-là. Là. Il a souscrit pour la... Bien, juste, je ne veux pas te relancer, André, mais au moment de la construction de l'église, notre grand-mère était très pieuse, mais c'était aussi un honneur pour notre grand-père de contribuer et de solliciter. Notre grand-père, Arthur, était un des importants collecteurs de fonds. Puis c'est ce qui a fait que l'église de Dolbeau, de Sainte-Thérèse d'Avila, était une des premières églises dans la région à être consacrée. Donc l'église, la totalité du coût de la construction a été amassée avant le début de la construction. Il a sollicité beaucoup de gens, entre autres une jeune dame qui est ici présente, qui était enseignante à ce moment-là, qui a accepté de donner 1 an de salaire pour la construction de l'église. Sous la demande, certainement, il y avait peut-être du tordage de bras un peu, mais son père avait demandé à tante Thérèse de remettre 1 année de salaire complète, elle l'a fait. Fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a bien du monde qui serait prêt à donner 1 année de salaire. Pensez-vous à un jeune aujourd'hui qui commence à travailler, elle était enseignante, il a dit... Tu restes à la maison, tu n'as pas besoin de cet argent-là, tu pourrais donner 1 an de salaire. Elle a accepté de le faire. Est-ce qu'on verrait ça aujourd'hui? C'est assez spécial. J'enseignais à 50 $ par mois. Alors, ça fait 500 $ par année. Oui. Puis 500 $, il était dans un compte à la banque. Il m'habillait, il me faisait vivre n'importe, l'argent était là. Fait que ça a toujours été comme ça. Mon père... Il essayait de nous aider. Comme quand on est arrivé de Québec, là, à ce moment-là, il avait acheté la rue des Cormiers à Dolbeau, à Souvray. Il avait acheté la maison. À part de ça, que quand il travaillait, puis des fois, au lieu de se faire payer en argent, il se faisait payer en bois pour aider à construire notre maison. Il a toujours été avant-gardiste. Je ne comprends pas. C'est ma mère qui faisait l'éducation des enfants. J'espère qu'il payait de l'impôt là-dessus sur le bois. J'espère qu'il mettait ça dans son rapport d'impôt, le bois qu'il se faisait donner. C'est important.
payer des taxes. Oui, on a une réaction ici. Oui, bien moi aussi, je voudrais juste parler, parce que là, on parle des garçons, hein? Des garçons, mais il y a des filles aussi, hein? Tout à fait. Moi, je suis une fille à Thérèse, puis moi, j'ai été élevée à travers mon oncle Marcel, mon oncle Réal, puis grand-papa Arthur, puis grand-maman. Et puis, mon grand-père Arthur, je me rappelle encore, assis dans sa chaise berceuse, la patte par-dessus le bord, avec sa pipe, puis qui me racontait des histoires, tout le temps. Puis là, je l'écoutais, là, c'était bien important, là. Parce que moi, chez grand-père, je veux dire, j'allais à la shop, hein, puis c'est moi qui faisais le ménage du bureau puis de la chambre de bain. Oh, ça sent moins le fun, ça. Ouais. Puis j'étais payé 2 piastres de l'heure, OK? Puis je travaillais 3 heures, ça me faisait 6 piastres. Donc, mais moi, j'ai été élevée à travers mon oncle Marcel, mon oncle Réal, puis les enfants, je les ai tous gardés. Ça fait que moi, j'ai beaucoup de sang de trottier parce que je suis avant-gardiste aussi. Je suis une autodidacte. J'ai beaucoup de leadership. On me dit souvent, tu es réellement une trottier. Puis je t'ai tué un peu aussi. Donc, puis je veux dire, partout où je vais, je suis une entrepreneur aussi. Je pars toutes sortes d'affaires, j'implique tout le monde. Donc, le fait d'avoir vécu à travers cette famille-là, les trottiers nous ont marqué beaucoup. Oui, j'imagine. J'imagine que ça me pousse justement à vous amener sur peut-être plus des histoires de... Quand vous étiez jeune, des souvenirs, des moments privilégiés peut-être avec vos grands-parents, que ce soit avec votre grand-père ou votre grand-mère, des souvenirs là, que... Qu'est-ce que vous aimez nous raconter? C'était plus plaisant d'être avec notre grand-père qu'avec notre grand-mère, parce que notre grand-mère était plutôt stricte, là, mais notre grand-père, c'était complètement l'inverse. Lui, dans les années 60, au début des années 60, il s'était acheté un petit Westphalia, le Volkswagen, là. Il était jaune-orange, puis là, lui, mettons, il prenait 2-3 enfants là, de nous autres, puis là, il nous amenait à la pêche à Chute-Blanche, on allait à Chute-Blanche, puis on avait du plaisir, puis là, il amenait des bonbons, de la liqueur, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis nous autres, rendus là-bas, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Là. Puis là, on allait à la pêche, on se promenait avec les chaloupes, puis tout le kit, puis c'était hyper plaisant. Puis lui, ça venait toujours un chum avec lequel il pouvait jaser. Puis nous autres, on courait dans la cour, puis on se promenait, puis c'était la grande liberté. Puis ça, il a fait ça pendant plusieurs années. Puis il nous a donné le goût de la chasse, de la pêche. Il nous a donné le goût aussi de la liberté. Puis, en tout cas, moi, c'était très triste quand il est décédé parce qu'on était encore relativement jeunes. Puis il aurait pu nous donner encore beaucoup. Puis c'était un gars qui avait beaucoup d'esprit. Il pouvait être drôle. Puis, une affaire que je me rappelle, là, c'est que ma tante Thérèse disait qu'il parlait pas beaucoup, il réfléchissait, là. Mais il avait une habitude, là, que... Là, il venait des fois chez nous, puis il s'assisait dans la chaise berçante à côté, là. Puis là, à un bon moment donné, il faisait ça comme ça. Il se passait le doigt en dessous du nez. Puis là, ça voulait dire qu'il allait nous en compter une bonne, là. Là, ça, c'était sûr. Là, on le voyait, là. Il va nous en sortir une bonne. Il racontait des affaires. Il était capable de grossir les événements pour mettre un petit peu plus d'ampleur, mais c'était un très beau personnage que moi, j'ai adoré. Oui, avant de venir à vous, je pense qu'on a une intervention dans le public. Si on va lui passer le micro, madame. Daniel, moi, je suis la fille de Marcel, puis la petite fille d'Arthur. Grand-papa, c'était un grand-papa gâteau. C'était vraiment, c'était un homme généreux. Mes gâteaux avec les petits-enfants, moi, je me rappelle, mon premier bicycle à 2 roues, c'est grand-papa qui me l'avait acheté. On restait, nous autres, à côté de la shop, fait qu'on passait nos journées à la shop. D'ailleurs, avant que je l'oublie, il y avait un corvoyeur, puis tous les enfants, on a fait des tours de corvoyeur, passer des journées, puis s'endormir sur le corvoyeur, là, ça, à la shop, puis on était toujours... accepté dans le shop. Personne ne disait « Allez-vous-en chez vous ». Là, on fouinait dans le shop. Moi, je me rappelle, je classais des vis. Puis j'ai fait la suite de Denis. C'est moi qui ai fait le ménage après aussi dans le bureau. Puis c'est ça, ça a été... C'est ça, c'était... Puis je vois encore grand-papa justement assis en avant du bureau, là, qui fumait sa pipe, là. C'est ça. Puis quand je disais à grand-papa, il m'a acheté mon premier bicycle. Je voulais avoir un bicycle, puis j'avais demandé à papa, puis bon,
pour les circonstances. Là. C'était pas comme le temps. Donc j'avais demandé à grand-papa. Grand-papa m'avait pris par la main, puis il m'avait emmené chez Gagnon Frère. Il m'avait acheté un beau petit bicycle à 2 roues, flambant neuf. Sauf qu'en arrivant, moi, j'ai compté à tout le monde que grand-papa m'avait acheté un bicycle. Fait que grand-maman Trottier avait dit, écoute, t'as acheté un bicycle, tu vas en acheter un par famille. Elle avait le sens là, Du partage. Du partage. Fait que ça y avait coûté 5 bicycles au lieu d'un. Puis oui, c'est vrai qu'avec son petit Volkswagen, on a eu du plaisir, là. Écoute, puis avec lui, puis c'est un monsieur qui aimait rire, qui a un bon vivant, là. Il aimait jouer aux cartes aussi. Puis je me rappelle, quand il est décédé, ça avait été un peu spécial. Il était dans les Chevaliers de Colomb. Il était 3e chevalier. Fait que... Puis, il avait fait la présence. Ils ont dit 3 fois son nom. C'était un petit peu impressionnant. Personne n'a répondu, puis ils ont cassé l'épée. Ça avait été, en tout cas, moi, ça m'avait frappé, ça, ce souvenir-là. Puis, quand ils venaient chez nous, on restait à côté d'eux autres. Fait qu'ils venaient chez nous régulièrement. Puis, Jean était tout petit. Il s'assoyait, justement, comme Denis disait, à côté de la porte. Il mettait du tabac à terre, puis du tabac à pipe. Puis c'est Jean prenait le tabac, le mettait dans la pipe, puis il faisait fumer Jean, là. C'est ça. Grand-papa aussi, il y avait eu, maman avait mis une fois du savon ordinaire dans la laveuse à vaisselle. Elle disait, ça doit faire quand même. Hey, le dégât que ça avait fait, je pense que la cuisine s'était retrouvée plein de brou, là. Grand-papa, il avait bien ri de ça. Ça, il avait ri, là. Il l'avait trouvé bien drôle. Puis c'était un homme aussi qui n'a jamais cru, autant il était moderne, il était avant-gardiste, il n'a jamais cru que les gens étaient allés sur la Lune. En 1969. Ça, là, il disait que c'était un montage. Ah, ça, ouais. Non. C'était arrangé avec le gars des vues. Ah. Ouais. Ben oui, ici, le gars des vues, on l'a, puis je vous dis, on n'est pas allé arranger ça. Vous, des souvenirs de jeunesse? Moi, je n'aurais beaucoup trop, mais je vais essayer d'en énumérer quelques-uns. Je vais revenir à la chaise, la choupe, puis le bicycle pour l'instant, ça va aller vite. La chaise, la choupe, c'est qu'il y avait une grosse canne à tabac, le rouge, hein, la grosse canne du tabac haché. Le fait que Arthur était assis sur une chaise berceuse à l'entrée faisait en sorte que Marcel Piréal était machiniste. C'est des tops, là, il savait ce qu'il avait à faire. Bien, lui, il accueillait les clients. Ces clients-là qui avaient déjà... Il les calmait, autrement dit. Tu sais, il était tellement paisible et accueillant là, que le client, après ça, ben là, il disait « J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Le Réal ou Marcel passait, selon que c'était leur tour. Ça a joué un rôle pour le début de Marcel puis Réal pour upgrader leur shop, tu sais, parce que il y avait pas avec la maturité, il y avait pas avec l'expérience qu'il y avait de la vie, là. Le gars qui était plein de graisse, qui arrivait à Eugène Godreau, ben il avec un faux de 10 roues tout cassé, un draving, déçu. Il était capable de les calmer. Alors, l'histoire du bicycle. Le bicycle, moi, mon grand-père, moi, j'étais bien proche de lui. Fait que moi, je vais sur Grotte-Niquette, je vois un bicycle à 2 roues, je prends le bicycle à 2 roues, je m'en vais avec. Fait que le petit Gus Niquette, il va voir Rafa, il dit « Ah, André, parce que le bicycle! » Le grand-père, il sort, il paye le bicycle. Il paye le bicycle, puis il riait. Ce que j'aimais le plus de mon grand-père, que je me rappelle beaucoup, c'est ma pêche avec lui. Ma pêche, c'est que le vendredi après-midi, à 3h30, j'arrivais à Saint-Artisius. Mon grand-père m'attendait avec le Volkswagen. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Parce que moi, je déjeunais juste avec ma grand-mère, je déjeunais pas chez nous. Ça ne m'attendait pas avec en haut. Fait que mon grand-père disait, c'est le mien, là. Laissez-moi aller, vous voir que on va m'occuper. Fait que là, moi, elle monte en haut, elle a acheté 4 liqueurs, des liqueurs, des colas, puis il va de Robert. Il dit, je suis prêt. Là, on partait pour la fin de semaine. La fin de semaine? La fin de semaine à Chute Blanche. Fait que là, lui, il avait des invités, il jouait aux cartes, c'est un joueur de cartes invétéré, puis... Fait que moi, j'allais à la pêche le matin, je disais, papa, je rentre pas. Ah, il ne s'amorce pas le matin. Il me dit, écoute, le gin, puis la nuit, puis les cartes, là. À 4 heures, il allait à la pêche. Moi, j'y allais à la pêche, moi. Alors, revenais avec ma petite chaudière, mon galon de Javix avec 12 truites, 15 truites.
Les invités disaient, sont-tu à vendre tes truites? Oui, 2 piastres. 2 piastres. Moi, c'était toujours 2 piastres. C'était beau, 2 piastres, c'était orange. J'ai fait ça pendant des années avec mon grand-père. Il m'attendait à 3h30. Une autre histoire que je vais finir, on va arrêter dessus. Quand on rentrait dans le shop après l'école, là, il n'y avait pas de fan, il n'y avait pas la santé de sécurité au travail. Là. La soudure a commencé. On n'avait pas besoin. On savait ce qui était dangereux dans ce temps-là. Et il y avait un nuage. Là, tu rentrais, tu arrivais de l'école, tu disais, oups, pédale. C'était ça. Là. Puis mon grand-père, ce qu'il a fait aussi, il a contribué en forêt, ce qu'on appelle les ponts avec les calvettes en bois. Il faisait des carvelles. J'ai pas réussi à trouver le terme vraiment. Les carvelles, c'est des clous gigantesques de 12 à 24 pouces à la forge pointée pour attacher les billots. Ça, ils l'ont fait des milliers, je pense, on pourrait dire quasiment 1 million. Dans le temps que la forge a fait. Moi, je vais arrêter là parce que je pourrais en sortir l'avant-midi. Il y a Gilles qui voulait parler tout à l'heure. Oui. En somme, tu as parlé de plusieurs éléments, comme tu mentionnais, est-ce que ça nous faisait quelque chose de voir que le nom de Trottier apparaissait? Grand-père Denis a référé aux petites plaques en cuivre. Moi, j'en ai une pile, ça dépêche chez nous. Les machines étaient toutes numérotées, j'ai conservé ça. Mais moi, ce qui me fascinait, c'était de voir les carriages que Denis faisait référence, qui était l'outil pour scier et carrir le bois. C'était des pièces coulées. Et je voyais là-dessus le nom de Trottier. Quand mon grand-père, là, c'était quelqu'un, ces pièces qu'il posait avaient son nom. Plus tard, on a su qu'il prenait ses pièces à la fonderie Trottier de Saint-Casimir. Ça venait de la fonderie. C'était pas forcément son nom à lui, Arthur. Mais moi, dans ma tête, c'était Trottier, Arthur en tabarouette. Ça, c'était réellement quelque chose. Par rapport avec l'entrepreneuriat, oui, il y en a qui ont parti des entreprises, ils ont travaillé autour de des entreprises, mais tous les autres, ou à peu près, étaient des intrapreneurs. Tous, comme Daniel dans son milieu, André, il travaillait pour la BAT, il est venu me voir, il dit « Gilles, livrer de la bière d'un 2e étage, c'est compliqué, on devrait développer un petit convoyeur portatif, puis tout ça. » Tout le long du processus, on contribue à essayer d'améliorer. Moi, j'ai été prof au cégep. J'étais coordonnateur. Dans les cégeps, on dépense d'habitude tout notre argent dans l'année en cours parce qu'on va être pénalisé l'année d'après. On avait eu une aide financière. Il dit non, on va gérer ça comme une PME. S'il nous reste de l'argent, on l'aura l'année prochaine, puis... Et mes chums de profs, ils ne trouvaient pas que c'était la bonne façon de gérer. Mais on arrive avec notre milieu, notre connaissance, puis tout ça. Donc, on est tous, d'après moi, un petit peu une graine d'entrepreneur. L'autre élément que je trouve qui est vraiment important, on est tous sûrs de nous, la plupart. Puis moi, j'avais remarqué que quand on allait à l'atelier de notre grand-père, mon grand-père, lui, il avait des clients, mais il y avait aussi des amis, des collaborateurs du milieu de vie de la ville qui venaient le voir parce qu'ils s'impliquaient politiquement, puis tout ça. Et j'ai toujours été surpris de voir de quelle façon il nous a introduits à ses amis. Il nous présentait toujours petit-fils de, il nous nommait, puis il nous présentait, c'est M. Boivin, c'est M. Riverain, et il nous a toujours intégrés dans le milieu. Et ça, je crois que ça a été déterminant pour nous, parce que jeunes, aujourd'hui, on sait que quand il y a de la visite, souvent, on met une vidéo ou on les envoie avec les ordis, on les intègre peut-être moins. Ça, j'ai toujours trouvé que grand-papa, il avait fait ça de bon pour nous, puis moi, je sais que ça m'a sûrement aidé à prendre ma place, puis à savoir qu'on est quelqu'un. Quand on est quelqu'un, on veut faire des choses. Puis ça, en tout cas, c'est un souvenir que j'ai de lui, là, dans ce sens-là. C'était vraiment intéressant. Sur l'autre côté, historiquement, on sait que nos pères, Réal et Marcel, en entreprise, ont eu une difficulté un tout petit peu à vivre ensemble, puis tout ça, mais c'est vieux, ça, parce que Arthur, il s'est emmené à Dolbeau,
parce qu'il voulait pas travailler avec Maurice, parce que Maurice, il travaillait pas de la même façon, etc. Parce que quand moi, j'ai remonté un peu, puis j'ai dit, OK, c'est une normalité qu'un trottier aime les autres, mais pas si proche. Mais puis là, j'ai fait le saut, mais il dit, calique, donc, on est une famille dite normale et on reconduit ce que notre famille a envie de faire. Parce que son frère, Maurice, avait aussi, lui, un atelier à Roberval, mais il vivait pas au même rythme qu'Arthur. Parce que Maurice, lui, travaillait plutôt la nuit. Pas le même cycle. Parce que le jour, il disait qu'il pouvait pas travailler, il se faisait déranger par tout le monde. Il y a des clients, il y a des gens qui venaient et qui ne pouvaient pas travailler. Ça fait que le jour, ben, il prenait ses tâches ou ses jobs, autrement dit, puis il travaillait le soir, puis la nuit. Puis il paraît que les voisins détestaient ça parce que lui, il faisait du vacarme toutes les nuits. Martelage. C'était son moment privilégié pour travailler. Puis le matin, bien, il n'était pas très matinal. Ça, je pense qu'on est quelques-uns dans la famille qui ont hérité de ce... On est des gens souvent qui décollent pas tôt le matin, mais quand on entreprend quelque chose, là, on est comme des pitbulls, on lâche pas, là. On va continuer jusqu'à... Il y a beau faire noir, il y a beau... C'est pas grave. La fin n'existe plus, c'est... La fin F-A-I-M, là. Oui. Il faut qu'on se rende à la fin F-I-N. D'accord. C'est ce qui va nous permettre de réussir, d'arrêter ou d'être satisfait. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'étais à la retraite, oui. Mais je fais on appelle ça un shutdown là, pour les patatiers. Je conduis des camions, puis... Entre autres, c'est de la grosse machinerie. Puis les autres, c'est... Quand tu brises, il faut que tu répares. Tu répares pas demain matin, là. Tu répares là. Il est 7 h, 8 h. Il est arrivé 2 faits cocasses. C'était un gros shaft, puis là, quand on parle d'un voyage de patates, c'est 6 000 $. Un 10 roues, c'est 6 000 $. Fait que si tu manques 10 voyages à ta journée, là, ça va vite, là. Fait que le patatier, là, il répare. Fait que là, Hydromec, encore comme mon grand-père, m'a appelé Jean. Jean, il y a des équipes d'urgence. Puis il m'a rappelé, il dit, « Puis, ça marche-tu? » On a décollé. Il dit, « Jean, on a fait 10 voyages de patates supplémentaires, 60 000 $ dans la nuit. » On n'a pas eu de commission là-dessus? Là? Ben non, mais là, t'as une fleur. Mais tu sais, l'entreprise qu'il y a reflète ce qu'Arthur a fait en premier. Il amène les gens... Ben oui, puis tu sors du site, là, ça va être réparé, là. Ça va être réparé, là, puis ça va marcher ton histoire, là. Puis aussi, c'est que nous autres, là, tu sais, 5 jours semaine, 40 heures semaine, là, ça n'existe pas pour nous autres, là. Tu sais, c'est qu'on était habitués de travailler fin de semaine. Moi, quand j'étais député, le samedi, le dimanche, c'était des jours de semaine pareils, parce que s'il y avait quelque chose à faire, il fallait le faire. Puis c'était correct de le faire comme ça. Puis ça fait une différence aussi à l'autre bout, parce que c'est pas vrai que tu vas bâtir la même chose avec 35 heures par semaine, 5 jours par semaine. Si tu es prêt à travailler 80 heures par semaine, tu vas faire plus que si tu n'es pas prêt à travailler. Puis ça c'était... Mon père, il aimait beaucoup le monde vaillant. Puis nous autres, au début, on trouvait ça dur d'être vaillant parce que quand on se levait le matin à 8 heures le samedi matin pour aller travailler à la shop puis que nos chums dormaient jusqu'à midi, là, on trouvait ça plus rough. Mais par la suite, on s'est aperçu que c'était bon parce qu'on a fait plus d'affaires que les autres. Puis on s'est aperçu aussi qu'on pouvait moins dormir et que c'était pas grave. Ça faisait pareil. On pouvait se coucher bien tard pareil, même si on n'avait pas beaucoup dormi, c'était pas grave. Oui. Une chose qui était rassemblage, je ne sais pas si vous vous rappelez, le temps des fêtes, hein? Pour grand-papa et grand-maman, c'était bien important. Puis nous autres, les enfants, on était une moyenne gang. Je ne sais pas comment est-ce qu'on était, mais nous autres, on adorait ça. C'était 6 familles de 6. Parce qu'on allait dans le sous-sol. Puis dans le sous-sol, il y avait comme une chambre froide. Puis là, c'était plein de pâtisseries, puis de la liqueur. Hey, on n'en buvait pas de la liqueur durant l'année, mais là, on buvait notre liqueur. Oui. Puis là, de raisin. À la caisse, les grosses caisses. Puis là, les enfants, on jouait, tu sais, il y avait tout repeinturé, là, au complet, c'était gris, je me rappelle, là. Puis on adorait ça. Puis là, il y avait la tablée des parents, puis la tablée des jeunes. Puis c'était tout dans la grande cuisine, à grandeur, là. Puis le salon était ouvert, parce que dans ce temps-là, les salons, tout le temps, durant l'année, ils mettaient des draps par-dessus, là. Grand-maman, elle avait un piano, puis tout ça. Tout était caché. Mais à Noël, tout était ouvert. Puis là, on disait, waouh, que c'est beau, là. Tu sais, puis on pouvait s'asseoir au salon. En tout cas, c'était une fête, puis c'était très important
on avait des cadeaux, hein? Tout le monde avait leurs cadeaux. Fait que le temps des fêtes était très rassembleur. La famille, pour lui, c'était très important. Entre autres, juste un fait poursuite avec ça, c'est qu'il faisait toujours un coup. Une année, il a acheté un pneu à chacun des gars. L'année ensuite, il a acheté des belles horloges. Je l'ai encore au chalet. Elle venait de Chute-Blanc, elle est revenue chez nous. Il a acheté des horloges à tout le monde. À part de l'argent, à part de... Je l'ai encore, ma première horloge, quand je me suis mariée. Il faisait toujours quelque chose de spécial, là, mais lui, il riait. Oui. Là, le temps file. Et puis, c'est super intéressant. J'aimerais ça juste faire une petite tournée très, très rapide de votre généalogie, OK, pour avant aller vers la suite. Peut-être que vous le savez, puis que je vais la passer quand même assez rapidement, la généalogie. Alors, votre premier ancêtre, Jules Trottier, est arrivé en Nouvelle-France, dans le coin de Trois-Rivières, puisque son fils, j'imagine, Jean-Baptiste Trottier, s'est marié à Cap-de-la-Madeleine avec Geneviève Lafont. Ensuite, Jean Trottier-Batiscan, qui s'est marié avec Madeleine Rivard. On est rendu en 1698, c'est quand même une couple d'années. Ensuite, René Trottier, dans Portneuf, qui s'est marié avec Marie-Joseph Richer, dit La Flèche. Son fils René Trottier, Sainte-Anne-de-la-Pérade avec Marie-Joseph Ricard. André Trottier, il s'est marié en 1810 à Saint-Charles-de-Grondines avec Rosalie Bouchard. On descend ensuite à Léandre Trottier à Saint-Charles-de-Grondines qui s'est marié en 1837 avec Louise Grégoire. Et là, on tombe dans les noms qu'on a entendus plus tôt. Félix Trottier, qui est né à Saint-Charles-de-Grondines, qui s'est marié en 1871 à Adèle Rivard. Henri Trottier, votre grand-père à vous, qui s'est marié avec Marie-Emma Perrault, votre grand-mère. Et là, Arthur Trottier, votre père, votre grand-père, à Saint-Félicien, le mariage avec Mariana Tessier. Oui. Donc... Vous pourriez ajouter quelque chose là-dessus en parallèle à côté, là, à partir de Jules Trottier. Si vous faites des recherches, vous allez trouver qu'on est parents, on est... Madonna, c'est une petite cousine. Une petite cousine de la fesse gauche. Oui, du côté les mêmes ancêtres, c'est la mère de Madonna, est une Fortin qui vient du Québec, puis elle serait parente avec nous autres. Mais je n'ai pas eu le temps de faire une demande d'amitié Facebook avec encore, là, mais j'aimerais ça l'inviter à venir nous voir à Péribonca. Oui. Si elle vient, on va vous appeler. On vous informera. Mais c'est excellent, on va prendre le tuyau. Ça me pousse à savoir, justement, les trottiers, aujourd'hui, sont où? À part Madonna? Est-ce qu'ils sont encore est-ce qu'ils sont encore dans la région ou parce que vous parliez tantôt d'une famille qui a voyagé. Est-ce que ça continue? Est-ce que les gens sont restés comme enracinés autour ou c'est... Bien, autant c'était un noyau très important à Dolbeau. Tout le monde restait autour du grand-père. Là, toutes les maisons, les mononcles, les matantes, c'était tout autour de la maison de grand-père. Mais aujourd'hui, c'est rendu un peu partout. Là. Bon, moi, mes petits-enfants demeurent à Pickering, en Ontario, et 2 enfants à Québec. Fait que, c'est un peu la même chose pour les autres. Là, c'est que là, on est dans un monde très différent d'avant. Avant ça, tu venais au monde dans le rang, tu te mariais dans le rang, puis tu mourais dans le rang. Mais là, aujourd'hui, tu viens au monde à quelque part, mais après ça, c'est l'univers. Là. Puis justement, la génération de vos enfants, est-ce qu'ils ont hérité de ces qualités de trottier ou cette persévérance ou ce côté « je veux trouver une solution » ? C'est un marqueur qui est assez profond. Je pense que ça, on se reconnaît entre nous autres, là, tu sais, puis veut pas, c'est que, tu sais, si tu as toujours été tête de cochon, ma mère disait, tu sais, un lièvre élève pas des lapins, tu sais, ça veut dire que ça se transmet. C'est sûr que nos enfants sont comme nous autres, puis ils ont hérité de ça un marqueur très important au niveau que ce soit de la persévérance, de la confiance en soi, puis aussi de se battre, là, tu sais, c'est que là, ça, nous autres, là, si on a quelque chose, là, on ne le lâchera pas. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on a toujours raison, mais on va tenir notre bout assez longtemps avant de changer d'idée, mais on est capable d'accepter que ce n'est pas nous autres qui avons raison si l'autre a une meilleure idée que nous autres. Ça, par exemple, ça, on est capable de transférer. Pas boqué, mais persévérant. C'est bien. Oui,
En somme, il y avait une marotte qu'on disait, c'est qu'on ne s'ostine pas, on a raison. Ça ouvre le jeu, mais après ça, les gens ont le droit d'amener leur argument, puis je pense qu'on est capable d'ouvrir à... Mais au début, on a souvent raison, et dans les faits, c'est pas si fou que ça, c'est vrai qu'on a souvent raison. Mais est-ce qu'on a toujours raison? Peut-être pas. Mais en rapport avec l'entrepreneuriat, puis tout ça, ben, notre fille, à 23 ans, elle a eu la chocolaterie, la Java à Normandin, puis tout ça. Puis c'est un germe qui est inné en elle aussi, puis encore aujourd'hui, elle veut essayer de travailler autour de ça. Mon garçon, il fait plutôt de l'intrapreneur, il est dans une école privée, adjoint, mais il est toujours offensif à construire, bâtir, puis tout ça. En rapport avec les grandes lignées des trottiers, là, j'aimerais apporter un élément. Nous, on est des trottiers dits Arthur, des gens du mécanique, mais le premier trottier qui est arrivé, c'est un faiseur de terre. Quand il est arrivé ici, lui, puis l'autre élément qui m'a un peu surpris, il est arrivé ici autour de 55 ans. Il n'est pas arrivé ici autour de 20 ans, 25 ans. Quand nous autres, des fois, à 55 ans, pour plusieurs, on est vieux, mais on dirait que nos ancêtres, à 55, là, ils ont... Édouard Niquette, c'est la même chose. Il est arrivé à Périmoncourt, passé 50 ans aussi. Donc, ça nous met de la pression qu'il ne faut pas que la machine arrête. Mais ces premiers trottiers-là, ils faisaient de la terre, mais ils maîtrisaient les charrues, puis ils maîtrisaient la terre, puis il s'est développé deux familles, comme les trottiers de Normandin, qui étaient des cultivateurs. Pour nous, c'est pas dans notre famille, mais d'où ils viennent? De Grondines. D'où on vient? De Grondines. Moi, j'ai habité Montréal une période. Je suis allé pas loin d'Oka, puis il y avait quelqu'un qui avait des pommes. Il s'appelait André Trottier. Moi, j'ai dit que je vais aller ramasser des pommes chez André Trottier. Puis là, ben, je m'informe d'où ils viennent. De Grondines. Puis là, eux autres, ils ont des pommes. Mais ils venaient de l'autre côté du fleuve. Puis le bonhomme, lui, de l'autre bord, il y avait des enfants qui poussaient, puis lui-ci, il devançait. Il avait acheté des terres du côté d'Oka pour dans le futur. Puis là, ben, quand les trottiers, il y a deux familles. Il y a des agriculteurs, puis il y a aussi nous autres, les gens du mécanique, puis tout ça, parce que ça s'est scindé, etc. Donc, c'est quand même important que les trottiers qui sont pas loin d'ici, ou qu'on rencontre un peu partout, il y a, ben, en somme, Jules, il y a une lignée, puis il y a deux grandes familles, des agriculteurs et aussi des jeunes mécaniques. Dans la famille, là, des petits-enfants, là, Denise, c'est ses filles. Mes filles sont médecins. Ils sont responsables de l'admission au GMF là, de Chicoutimi, c'est Mélissa. Elle est dure comme Réal puis comme André. Valérie, c'est elle la présidente de la clinique. Ils ont tous quelque chose. Elle en a deux qui ont... Mélissa aussi. On a plein qui ont... Mais je pense que ça ne fait pas de différence. Je pense que qu'est-ce qui est important pour nous autres en tant que trottiers, c'est que c'est des valeurs qu'on a données à nos enfants. C'est ces valeurs-là. Puis même mes filles me rappellent, ma fille, au début, elle disait « Ah, je ne vais pas rentrer en médecine, je ne serai pas capable, je veux être ambulancier. » J'ai dit « Non. » J'ai dit, moi, ça n'avait pas d'importance qu'elle soit médecin ou n'importe quoi, mais j'ai insisté pour dire que tu es capable. Si tu veux, tu peux tout faire. Parce que dans mes souvenirs, c'était comme ça. Grand-papa, c'était... Je me rappelle, moi, j'ai fait mon cours d'infirmière, puis j'avais été voir grand-papa, puis j'avais appliqué en médecine en 1900, je ne sais plus trop, là. Puis là, je pleurais, puis j'avais dit à grand-père, il dit, pourquoi tu pleures? Ben, c'est parce que j'ai appliqué en médecine, puis ils m'ont refusé. Puis il m'a dit, ben pourquoi? Puis j'ai montré la lettre. C'est parce que j'étais une fille. Puis ça fait moi, je dis ça à mes filles, puis ils me croient pas, là. Hein? Ils ne prenaient pas des filles dans ce temps-là, là. Puis grand-père avait dit, ben t'aurais dû me le dire. Moi, tu serais rentrée en médecine, tu sais. Puis là, j'avais dit, non, je vais. Hein? Mais en tout cas, c'était comme ça, là. Puis, fait que jeune, t'as toujours, tu rentres, tu sais, les valeurs que tu as données à tes enfants, ça part de loin, là. Tu sais, la détermination, comme Denis disait, il faut que tu sois vaillant, tu lâches pas, t'es capable, tu peux aller au-delà de tes limites, tu sais, la confiance. Fait que ça part de loin, ça. Qu'ils fassent n'importe quoi, nos enfants, mais je pense que ces valeurs-là, là, je dois malheureusement vous arrêter. On a une petite capsule à regarder sur la ville de Dolbeau-Mistassini. Ensuite, j'aurai une dernière question parce que le temps, malheureusement, file. On serait bon pour en faire encore 3 émissions.
La ville de Dolbeau-Mistassini doit son existence à un ingénieur suédois, Emil Andrew Wahlberg. Ce dernier naît dans une famille modeste à Värmland en 1868 et déménage avec sa famille environ 7 ans plus tard aux États-Unis, soit à Clinton, en Iowa. Il devient ingénieur civil en 1891 et se perfectionne en ingénierie des ponts au Massachusetts Institute of Technology. Il arrive au Canada l'année suivante alors qu'il est âgé de 24 ans. Il occupe par la suite divers emplois, dont plusieurs pour l'Intercolonial Railway, future Canadian National. C'est au mois d'août 1925 que Wahlberg et John Stadler, un autre ingénieur, se rendent visiter ce qui deviendra Dolbeau. Ils demandent à Joseph Perron, qui habite la ferme Oyamel, aujourd'hui le site du Juvénat, de leur servir de guide. Ils exploreront tout le terrain situé en bordure de la rivière Mistassini jusqu'au Râle à Lancette. Les deux hommes voient dans ce site un grand potentiel hydroélectrique et forestier. Le printemps suivant, la compagnie de Wahlberg, la Leaside Engineering Company, fondée en 1909, obtient de la part du gouvernement la permission d'exploiter 1000 milles carrés de forêt ainsi que le droit d'exploiter les chutes des rivières Mistassini et Mistassini. Pendant 75 ans, ce bail l'autorise à exploiter le bois pour en faire de la pulpe. En 1926, on commence la construction du moulin et le 29 décembre suivant, la compagnie de Wahlberg devient la Lake St. John Power and Paper Company. Emil Andrew Wahlberg a même un projet de centrale hydroélectrique sur la rivière Mistassini, mais il n'aura pas le temps de le réaliser puisqu'il décède subitement le 30 mars 1929. Au niveau scolaire, c'est en 1931 qu'il y a construction de l'école Saint-Tarcisius, frère de l'institution chrétienne qui deviendra par la suite l'école Marius Paré. La bénédiction du Juvénat Saint-Jean est faite le 27 février 1949. En 1952, on ouvre l'école normale qui deviendra l'école normale Chanoine-Simard en 1956. En 1959, il y a ouverture de l'école Sacré-Cœur et c'est en 1961 qu'il y a construction de la polyvalente Jean Dolbeau. La première séance du conseil municipal de la ville de Dolbeau se tient le 12 avril 1927. Le premier maire était l'ingénieur civil David Arthur Evans qui assumera cette fonction jusqu'en 1935. L'incorporation municipale est faite le 1er avril 1927 et l'érection canonique a lieu le 12 avril suivant. Le 11 septembre 1927, Dolbeau voit l'arrivée du premier train reliant Saint-Félicien à Dolbeau. On commencera la construction de la gare le 26 septembre suivant. La première pelletée de terre sur le site de l'hôpital a lieu le 8 juillet 1953. Le 25 octobre 1955, on assiste à la bénédiction de l'Hôpital Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Dolbeau et c'est en 1978 qu'elle deviendra centre hospitalier de Dolbeau. Juste avant de terminer, je sais qu'on a beaucoup de choses encore qu'on pourrait se dire, mais j'aimerais savoir, vous restiez dans votre jeunesse tout près du centre-ville, je crois que c'était sur la rue des Pins. Qu'est-ce qui reste de tout ça, Denis? D'abord, comme je disais tantôt, là, c'était tout le tour de la shop, on pourrait dire, de la maison de grand-père. Mais aujourd'hui, il ne reste plus rien de ça parce que c'est des stationnements. Ça a été vendu, ça a été détruit pour pouvoir faire les stationnements. Puis, j'ai été le dernier Gaulois qui restait dans le milieu de tout ça. Mais finalement, il va avoir resté un arbre. Puis c'est une histoire que, à côté de chez nous, c'est Joe Labbé, c'est un monsieur qui avait de l'argent. Son garçon, c'était un dépensier. Puis lui, il avait acheté un arbre qui était un orme chinois. C'est un arbre rare à l'époque. Un orme chinois à Dolbeau, ça n'a pas dû être acheté à Dolbeau, non, certainement pas. Lui, il avait planté ça en avant de la maison. Et un bon moment donné, M. Labbé a perdu sa maison. Mon père l'a acheté.
Et à un bon moment donné, mon père a revendu cette maison-là au Continental pour faire des stationnements. Et il a pris l'arbre qui était là, il l'a amené en avant de chez nous. Et quand moi, j'ai vendu la maison, parce que là, c'était rendu un peu invivable de rester dans le milieu d'un stationnement, j'ai dit aux gens d'affaires qui achetaient là, la SIDAC, j'ai dit, moi, je vais baisser le prix de ma maison de 10 000 conditionnel à ce que l'orme chinois qui est en avant de chez nous reste là. Et cet orme-là est encore là présentement. Il est rendu gros comme ça et c'est probablement le plus gros orme chinois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, merci beaucoup à tous de votre participation. Vous avez été tellement intéressant que je tournerai une autre émission avec vous. Ce serait incroyable. C'est tout, malheureusement, pour cette semaine, pour Portrait des familles d'ici. On vous le dit, monsieur, on est prêt, on continue. Parfait. On est prêt. Merci beaucoup, puis à la prochaine.